Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par la société Okina, qui fait partie du groupe Lumiplan. Ce webinaire a pour titre Comment faciliter le transport scolaire, et nous sommes ensemble pour à peu près une heure, peut-être un peu plus en fonction des échanges que nous aurons. Donc, en préliminaire, je voulais vous signaler que vous disposez sur la droite de votre écran, tout en haut, d'un chat qui permet d'échanger tout au long de la présentation. Donc, ce chat est vraiment à votre disposition pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous tâcherons d'y répondre au fil de la présentation avec nos invités. Toutefois, si nous ne pouvions pas aborder l'ensemble des sujets évoqués, sachez qu'à la fin de ce webinaire, nous aurons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les personnes qui vont apporter leur éclairage et leur expérience sur ce sujet. Donc Sabine Maury, bonjour, vous êtes responsable du service transport scolaire de l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Nadia Coindre, vous êtes coordinatrice des transports scolaires sur la même agglomération. Oui, bonjour. Bonjour. Et Éric Guégné, vous êtes fondateur et directeur opérationnel de la société Okina. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on va parler de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que vous pouvez, Madame Maury, nous en dire un peu plus sur cette agglomération? Alors, donc nous, on est l'agglomération du pays de Saint-Gilles qui donc se situe sur la belle côte vendéenne. Cette agglomération regroupe donc 14 communes avec une population d'environ 50 000 habitants. Nous avons repris la compétence de transport scolaire, ce qui est très récent, donc, puisque c'est en janvier 2022. Auparavant, on a travaillé avec la région. On était organisatrice secondaire des régions de Pays de la Loire. Et donc, nous commençons cette première rentrée 2023-2024 en tant qu'AO1, organisateur principal, avec donc plein de choses et de mise en place à faire pour cette rentrée. D'accord. Et donc, en termes d'élèves transportés, ça représente à peu près quel chiffre? C'est comme pour tout le monde, c'est un petit peu fluctuant, ça bouge tous les jours. On est pour l'instant à 1775 élèves. On a 36 circuits pour les destinations des collèges et lycées. 3 circuits supplémentaires pour les lycéens à 18 heures et 4 circuits à destination des écoles primaires. On dessert 13 établissements, 4 établissements secondaires et 9 écoles primaires. Sachant que les écoles primaires, on a des petits effectifs. Et pour réguler tout ça, on travaille avec un pôle de correspondance. D'accord. Bon, je crois qu'on vous connaît un petit peu mieux. Et je vais vous présenter maintenant le déroulé de ce webinaire. On va commencer par s'interroger sur le contexte des collectivités locales concernant le transport scolaire et voir aussi quels sont les enjeux qui leur incombent. On verra ensuite, dans un deuxième temps, quelles sont les solutions à disposition des autorités organisatrices pour faciliter cette gestion. Ensuite, en troisièmement, on aura un aspect très méthodologique, de voir quelles sont les étapes dans la mise en place des solutions. Et puis, on aura aussi, pour terminer cette présentation, une approche plus globale, au-delà du transport scolaire, voir quelles solutions existent à l'échelle de l'ensemble des mobilités. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas abordé l'ensemble des questions qui vous viennent à l'esprit au fil de la présentation, sachez qu'on aura, à la fin de cet exposé, un temps d'échange et de questions-réponses. Mais bon, rentrons directement dans le vif du sujet avec le contexte et les enjeux dans le transport scolaire.
Madame Maurice, vous expliquiez justement que vous veniez de votre intercommunalité venait d'acquérir la compétence il y a peu de temps. Oui. Finalement, Éric Gagné, c'est un contexte assez classique auprès de nombreuses collectivités territoriales. Oui, c'est très classique puisque ça doit respecter la loi NOTRe, hein. À savoir qu'au départ, le transport scolaire était assuré par les départements et qu'il y a eu une prise de compétences d'une part de la région qui s'est retrouvée face à une nouvelle compétence, c'est-à-dire la gestion du transport scolaire sur son territoire, et en contrepartie, une délégation aussi du transport scolaire pour les agglomérations. C'est-à-dire que chaque agglomération sur son territoire doit pouvoir, en tout cas à partir des communautés d'agglo, gérer le transport scolaire si celui-ci est nécessaire. Enfin, celui-ci est nécessaire, mais ça dépend après des tailles des communautés d'agglo. On le verra tout à l'heure qui sont plus ou moins denses en nombre en population. Donc, c'est une obligation, ça fait partie de la loi. Et ça entraîne bien évidemment des impacts au niveau. Donc, je laisserai Madame Maury et Madame Coindre aussi enrichir mon propos, parce que là, vous êtes plus au fait, mais ça a des impacts au niveau des collectivités. Le premier impact, c'est bien évidemment une organisation interne. Donc, au niveau de l'agglomération de Saint-Gilles, vous aviez déjà une expertise en tant que AO2, mais autrement, il faut repartir avec vraiment une organisation transport au sein de la collectivité. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots sur le sujet, Madame. Oui, alors complètement. C'est-à-dire qu'après, quand on est à Ouin, on se retrouve à repasser les marchés pour le transport et à écrire aussi son propre règlement de transport scolaire. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et à la limite, c'est bien aussi parce que c'est très local. Hein, le transport scolaire est très... dépend vraiment du périmètre local, du territoire local. C'est quelque chose qui doit être vu de très très près. Et donc, il faut, si je peux me permettre un petit conseil, il faut profiter aussi de ce passage de compétences pour mettre à plat le règlement de transport. Quelquefois le simplifier, parce qu'on est face quelquefois à des règlements de transport qui peuvent être assez compliqués. Et le faire évoluer, excusez-moi de vous couper, mais aussi de le faire évoluer par rapport à ce qui existait au niveau de la région. Oui. Voilà, exactement, parce que la région a vraiment une vision très très bien macro. Sûr. Et là, vous êtes très très proche du terrain, il faut vraiment vous adapter au terrain et à vos citoyens, donc c'est très important. Et en plus de ce transfert de compétences, il y a souvent un élargissement ou une modification des périmètres des intercommunalités qui ont aussi une incidence sur l'organisation du transport scolaire. Bien sûr. Complètement. Nous, on se retrouve avec notre collectivité, avec donc 14 communes. Les enfants qui vont à l'extérieur de notre territoire utilisent des transports de la région. Et si d'autres enfants du territoire extérieur viennent sur notre territoire, ils n'ont pas la même tarification appliquée. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors, un autre élément de contexte, c'est le besoin de transformation numérique. De plus en plus, à la fois les collectivités se lancent dans la dématérialisation et les familles sont de plus en plus familières avec les usages du numérique. Oui, alors j'ai abordé un petit peu le propos, puis je vous laisserai la parole pour traiter des cas d'usage, mais c'est vrai que le numérique est présent partout, hein, on le voit déjà avec cette vidéo, nous sommes situés à des endroits complètement différents à travers la France. Donc c'est un usage qui est performant, qui est très intéressant et qui a vraiment tout son sens dans l'inscription, dans la gestion du transport scolaire. Il y a eu un effet accélérateur avec le Covid, hein, puisque ça a évité aussi que le déplacement des personnes dans des agences, le contact papier avec... voilà, donc il y a eu chez nos clients, traditionnels, on va dire, il y a eu un pic qui continuait à utiliser le papier, et bien beaucoup d'inscriptions sont passées au numérique. Donc c'est vraiment dans la tendance actuelle, et ça apporte vraiment une qualité de service, puisque à partir de son canapé, la famille et les parents d'élèves peuvent inscrire leurs enfants avec une tablette
que ce soit le matin, le soir, en plein milieu de la nuit ou n'importe quand, enfin, vraiment beaucoup de liberté. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le transport scolaire, il y a un pic, si vous voulez, dans la gestion du transport scolaire, et donc il faut pouvoir traiter ce pic d'activité très très rapidement. Donc si on peut supprimer des étapes de traitement, de réception de courrier papier ou d'accueil du public, ça facilite aussi tous les traitements. Et le dernier point, ce qui est marqué, hein, c'est donc cette visibilité. Et là, je laisserai peut-être Madame Maury, Madame Croix répondre, c'est-à-dire que l'outil numérique permet aussi d'apporter de l'information beaucoup plus riche qu'un simple formulaire papier avec de la cartographie. Et là, je pense que vous avez quelques cas à nous préciser sur typiquement la gestion des points d'arrêt, la présence des points d'arrêt. Oui. Et alors, justement, on évoque le lien avec les familles. Le transport scolaire est un domaine particulièrement sensible parce qu'il met l'intercommunalité en contact direct avec les familles sur le sujet des enfants qui est particulièrement sensible. Est-ce que vous témoignez aussi de cet enjeu-là, Madame Maury, à l'échelle de l'intercommunalité? Alors nous, l'intercommunalité est assez proche de la population. Alors bien sûr, on applique le règlement, mais on essaie quand même d'être à l'écoute de nos familles et de leurs besoins. C'est très important quand on a repris une compétence de transport scolaire au sein de notre collectivité. D'accord. Et c'est des enjeux importants au niveau de l'outil numérique, puisqu'on s'adresse à tout public. Donc, alors, à tout public, et aujourd'hui, les familles ont pris l'habitude aussi de s'inscrire pour beaucoup d'autres services par le biais de l'outil numérique. Que ce soit pour les crèches, les centres de loisirs, des réservations de spectacles. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien ancré et où la population le demande aussi. Oui, c'est important de pouvoir s'adapter aussi aux nouveaux usages et aux nouvelles habitudes de communication et d'information de la part des citoyens. Oui. Et c'est vrai que ça met la collectivité en contact direct avec les familles, et c'est l'image de la collectivité. Je parle un petit peu en votre nom, mais c'est vrai qu'on retransmet l'image de performance, de service de la collectivité au sein de ses citoyens. Et les enfants sont très importants, hein. C'est la rentrée scolaire, c'est les enfants des familles. Donc il faut vraiment que le système soit d'une part facile d'utilisation, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, il faut que le portail famille soit très fluide, très souple, qu'il apporte des services et qu'il soit accessible au plus grand nombre. Accessible et ludique aussi pour les familles. Hein. Oui. Donc là, on a évoqué effectivement les différentes problématiques, le contexte dans lequel se situe le transport scolaire et les intercommunalités qui ont cette compétence. Éric Gagné, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux finalement? Comment résumer en quelques mots ce qui est essentiel pour une intercommunalité qui voudrait se doter d'un outil facilitant la gestion du transport scolaire? C'est résumé à travers ce slide, hein, à savoir déjà trouver un outil qui facilite, qui aide à l'organisation du transport. C'est-à-dire que l'outil doit aussi permettre de décrire une offre de transport, que ce soit scolaire ou autre, parce que quelquefois on a de l'intermodalité avec d'autres services. Donc il faut absolument que l'outil soit représentatif de l'offre de transport sur son territoire, qu'on puisse accéder aussi, on le verra tout à l'heure, à la modification. J'ai le soleil qui apparaît dans le sud de la France, à Dax, après la pluie. Vous avez de la chance. Voilà, ça me coupe un peu le visage, je vais essayer de me recadrer. Donc ça, c'est très important parce que vous allez maîtriser, enfin les collectivités vont pouvoir maîtriser, il disparaît petit à petit, et les collectivités vont pouvoir maîtriser leur offre de transport. Et on sait très bien qu'une offre de transport bouge d'une année sur l'autre. Donc, elles ont tous les outils à leur disposition pour pouvoir suivre l'organisation de leur offre de transport. Ça va être absolument un outil de suivi. Alors, il y a bien évidemment le pic des inscriptions qui est très, très important. Mais ensuite, il va falloir suivre les dossiers, suivre les élèves, hein, suivre la vie du transport scolaire. C'est quand même la sécurité des enfants, c'est les horaires, c'est les intempéries quand il y a des tempêtes aussi, avec des outils adaptés pour rester en contact avec les familles et les informer. Donc c'est le troisième point, c'est un outil d'information. C'est un outil d'information qui est passif dans le sens où
Les familles peuvent se connecter comme elles le souhaitent à travers l'outil numérique pour accéder à l'information, mais c'est aussi un outil actif dans le sens où la collectivité peut pousser de l'information, envoyer de l'information. On parle d'intempéries, il y a une tempête importante qui va arriver, le transport scolaire va être perturbé. Eh bien, l'outil doit permettre d'informer toutes les familles par SMS, par mail et d'autres acteurs aussi autour du transport scolaire. Et c'est un outil, là, je laisserai la main à Mme Maury et à Mme Coine, qui doit aussi accompagner les collectivités. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous en avez parlé, Mme Maury, c'est que le règlement transport, il évolue, il s'adapte, hein, c'est quelque chose de vivant. Et donc, il faut aussi que cet outil puisse permettre ce suivi, cet accompagnement de la collectivité. Mme Maury, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Non, je pense qu'on pourra peut-être un petit peu décrire tout à l'heure dans différentes situations sur la gestion de notre année scolaire, peut-être. D'accord. Oui. Alors, on va passer au deuxième chapitre qui concerne un exemple de solution pour une gestion facilitée avec un zoom sur Schoolity. Alors, justement, Éric Gagné, est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations sur cet outil qui a un volet gestion des mobilités? Quelles sont les fonctionnalités à disposition des collectivités grâce à cet outil? Donc, Schoolity, c'est le logiciel qui a été développé chez Okina maintenant depuis 6-7 ans. Donc, on a pu acquérir une expertise très forte dans le domaine. Et donc, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est un outil aussi qui vous permet de gérer votre offre de transport. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition des outils, des interfaces, des écrans, de la cartographie pour pouvoir créer, modifier, supprimer, adapter votre offre de transport. Vous pouvez créer complètement un nouveau circuit scolaire avec l'outil. Vous pouvez modifier les calendriers, modifier les horaires de passage. Vous avez toute liberté sur le sujet. Alors, on vous accompagne, hein, bien évidemment, avec de la formation, où on intègre déjà des fichiers existants provenant d'autres systèmes si ces fichiers existent. Mais voilà, ça vous permet de vraiment gérer tout cet environnement de transport. Ça permet aussi de gérer ce qu'on appelle les correspondances multimodales. Donc, quelquefois, et même souvent, vous avez de l'interurbain qui vient de la région, par exemple, ou quelquefois, vous avez ici, si je prends à côté de Dax, Mont-de-Marsan, vous avez une gare SNCF qui est située sur le territoire de la collectivité. Eh bien, les élèves vont prendre ce transport SNCF, cette ligne SNCF. Donc, on doit être capable de aussi gérer d'autres modalités, d'autres correspondances. Ça va permettre de gérer des navettes parce que souvent, on a un point de concentration qui permet, j'utilise un terme qui est un petit peu barbare, de rabattre les élèves sur ce point, puis après de les dispatcher vers les différents établissements. Donc, il faut absolument que l'outil puisse détecter, gérer ces navettes et informer les clients, les familles, qu'il y aura une correspondance à un point et que l'enfant prendra ensuite une navette. L'outil cartographique, ça, je pense que maintenant, c'est très commun avec Google Maps qui est rentré dans toutes les familles. C'est un outil très, très important qui permet de bien visualiser les avantages de son offre scolaire. Et puis, on a des outils qui sont mis à disposition. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on peut calculer des distances, calculer des horaires. Et ça, c'est important pour, d'une part, s'assurer que l'offre est cohérente, mais aussi, on parlait de contrats de marché avec les transporteurs, de calculer des unités d'œuvre pour ensuite avoir ce qu'on appelle une gestion des contrats avec les transporteurs. Ensuite, juste pour terminer, je lis un petit peu les différents éléments. On a des référentiels, c'est-à-dire que ça nécessite du paramétrage et il faut que on se base au maximum sur des référentiels qui sont des référentiels, on appelle ça, pas normalisés, mais qui sont des référentiels de référence, je vais le dire comme ça. Donc le référentiel des communes, par exemple, on va récupérer l'information sur data.gouv, les établissements scolaires, on va récupérer l'information auprès du ministère de l'Éducation nationale pour que l'information soit solide, soit pérenne et qu'on n'ait pas trop de paramétrage à faire. Et un dernier point, de plus en plus, il y a de la billettique dite scolaire, ou de la billettique normale, on s'intègre aussi dans les systèmes, et donc il faut que le système soit capable
de s'interfacer avec les systèmes billettiques. Lorsqu'on travaille avec une région, on a quelquefois 4-5 systèmes billettiques différents au niveau régional. Et il faut pouvoir envoyer l'information à ces systèmes billettiques. Je parlais de la SNCF, là, typiquement aussi, on envoie de l'information à la SNCF pour que la SNCF puisse éditer des titres de transport pour les élèves qui vont prendre le train. Donc la solution doit être suffisamment flexible pour pouvoir s'interfacer avec son environnement. Alors, sur ce volet gestion des mobilités, Madame Maurit, quel est votre retour d'expérience? Comment vous utilisez cet outil et depuis combien de temps? Alors, cet outil, je pense que je ne me trompe pas, ça doit faire 6 ans qu'on l'utilise. C'est vrai qu'on a démarré, on a vu cet outil évoluer. Ce que je retiens de cet outil, surtout actuellement pour mon équipe, c'est que c'est vraiment un outil unique pour plusieurs collaborateurs. Ça nous gagne beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'avant d'avoir l'outil, on était plutôt effectivement dans les papiers, dans les feuilles d'inscription papier, on était dans des listes Excel qui n'étaient pas toujours à jour, avec des sources d'erreurs. Aujourd'hui, cet outil unique nous permet vraiment de regrouper toutes les données en temps réel, c'est-à-dire que n'importe quel collaborateur peut être sur son poste et les modifications sont instantanées pour tout le monde. C'est un outil qui est assez convivial, facile d'accès. On a aussi cet outil cartographie qui est complet, c'est-à-dire que lorsque l'adresse de l'usager est saisie, ça lui propose directement aussi les points d'arrêt les plus proches du domicile. Ça, c'est un gain de temps qui, auparavant, on était obligé de vérifier ou de rappeler la famille pour pouvoir effectivement corriger. C'est vraiment un gain de temps. On peut extraire aussi beaucoup de données pour les retravailler, pour envoyer des listes à jour aux transporteurs si on a besoin. Ça peut être aussi un outil qui est utilisable. Ma collaboratrice, Madame Coindre, qui est un peu plus sur le terrain, à sa tablette numérique et effectivement à toutes les données. C'est-à-dire que si elle se trouve à un endroit où un enfant qui est perdu et ne sait pas quel car il doit prendre, elle a forcément la réponse à portée de main. Ça, c'est quand même un gain de temps pour tout le monde. D'accord. Et ça permet aussi les familles de pouvoir leur répondre rapidement. Oui, d'accord. Et alors, une autre dimension du logiciel Schoolity, c'est sa dimension gestion administrative. De manière synthétique, Éric Guégné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce volet-là des fonctionnalités qui vont de l'inscription jusqu'au suivi de la facturation? Alors, de manière synthétique, on gère des dossiers, donc on gère les dossiers des familles. On peut gérer aussi, alors une famille peut être, comment on appelle ça, monoparentale aussi, voilà, donc il peut y avoir 2 résidences, donc on est capable de gérer les enfants qui ont une double résidence. On est capable aussi de gérer des familles d'accueil, puisque les enfants peuvent être aussi accueillis dans une famille d'accueil ou des foyers d'accueil. Et on gère vraiment toutes les informations propres à une famille. Donc, on est capable aussi de détecter de la fratrie au sein de la famille. Et pour chacune de ces familles, on a bien évidemment les informations administratives, l'adresse et ainsi de suite, l'âge de l'enfant, l'âge des enfants. Mais on est capable aussi d'avoir le type d'abonnement propre à chaque enfant, toutes les informations concernant son abonnement scolaire, son paiement, on appelle ça les indisciplines, ça y est. C'est important, c'est important. Lorsqu'ils sont dans le véhicule et qui sont relevés soit par le conducteur, soit par un contrôleur. Donc, on a une vision complète des dossiers des enfants, du statut des dossiers, et ça permet un suivi centralisé, partagé entre différents acteurs. On parlait tout à l'heure du transporteur, par exemple. Ça permet d'avoir une maîtrise complète de ces dossiers. Une information très, très importante, on respecte la RGPD, puisque là, on touche des données qui sont quand même sensibles, puisqu'on a beaucoup d'adresses, on a toutes les adresses des enfants, on a même les photos, et c'est des choses, bien évidemment, sur lesquelles on est très, très vigilant.
en interne au niveau de la conception du logiciel et aussi de l'exploitation du logiciel au quotidien. Alors, Madame Morit, vous confirmez cet aspect pratique du logiciel pour la gestion administrative? Alors, complètement. Nous, la nouveauté cette année sur ce logiciel, c'est qu'on a pu faire effectuer aux familles l'inscription en ligne. Ça a été un outil vraiment formidable. C'est-à-dire que la famille, aujourd'hui, rentre ses données, donc il n'y a pas de source d'erreur de saisie. Elle choisit son point d'arrêt directement aussi avec la cartographie. Oui. On peut le voir. Elle reçoit aussi après inscription, donc le service va faire une instruction du dossier. Donc qu'on vérifie, on attribue le numéro de circuit qui correspond au point d'arrêt donc sélectionné. La navette qui concerne l'enfant pour rejoindre son établissement scolaire, ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a un pôle de correspondance, donc les enfants peuvent être attribués sur une navette différente de leur circuit. Et donc, à la suite de ça, quand tout est instruit, on valide le dossier directement. Donc, quand tout est attribué, tout est OK, on valide le dossier. Et à la suite de ça, un lien de paiement est envoyé à la famille pour qu'elle puisse payer directement en ligne. Alors après, nous, on a choisi un mode de paiement qui est assez simple, puisque c'est simplement par carte bancaire, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que quand la famille a payé par carte bancaire, l'inscription est validée. Je pense que ça, je ne me trompe pas. Et est-ce que ça facilite les encaissements? Ça facilite les encaissements beaucoup, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec très peu d'impayés. Donc ça c'est important. Intéressant. Je dirais que les impayés aujourd'hui qui sont en stand-by, qui ne sont pas considérés comme des impayés, ce sont plutôt des organismes pour des enfants qui sont plutôt en famille d'accueil où le paiement est un petit peu différé. Donc ça, c'est quelque chose qui va suivre. Et quand ce paiement en ligne est fait, on envoie directement à la famille ce qu'on appelle une fiche parcours. Aussitôt l'inscription faite, ils reçoivent une fiche parcours. Donc, ça peut être très bien en début d'inscription, en période d'inscription, où, avant d'avoir recevoir la carte, où ils savent déjà l'heure à laquelle le car passera, la navette qui prendra les numéros, l'identification, le point d'arrêt, avec la photo de l'enfant qui est intégrée sur cette fiche parcours, qui est vraiment bien nominative. Donc ça, voilà, les inscriptions se terminent. Et à la suite des inscriptions, on va dire fin août, mi-août, on édite une carte de transport via le logiciel aussi, avec une extraction de données qui nous permet d'imprimer une carte personnalisée pour chaque enfant, qui regroupe aussi sur cette carte, donc il y a la photo, le numéro de circuit, le point d'arrêt, et tout ça donc est adressé à la famille avec cette année un exemplaire du règlement de transport. C'est volontaire pour la première année de l'envoyer papier. À savoir que ce ne sera pas renouvelé l'année prochaine, puisqu'aujourd'hui, notre site, le site permet à l'inscription d'avoir en ligne aussi le règlement et d'accepter le règlement. Donc voilà, c'était un petit peu un appui supplémentaire pour cette année, mais ce n'est pas quelque chose qui va se renouveler. Quoi dire ? Comment avez-vous été accompagné par Okina dans la mise en œuvre et dans la configuration, le paramétrage? Alors, dans la configuration, on a eu vraiment un accompagnement personnel et rassurant, c'est-à-dire que on partait de rien, en fait. On a réussi à constituer toute notre base de données, d'avoir une cartographie qui répond vraiment bien à celle de notre territoire avec les points d'arrêt complètement identifiés. Et l'avantage qu'on a de travailler avec Okina, ce que moi j'apprécie énormément, c'est toujours avoir les mêmes interlocuteurs. Et il faut savoir que quand on a un souci, qu'on est bloqué ou qu'on peut avoir un bug de logiciel suite à peut-être une mauvaise manipulation ou une mauvaise attribution des données du dossier, on a toujours la même personne référente. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de répéter à chaque fois les mêmes choses et de pourquoi on en est arrivé là et qu'on est perdu. La personne reprend la main très rapidement et voilà, c'est vraiment une qualité du service. Mais c'est aussi un gage d'efficacité, effectivement. Alors, juste, il y a quelques questions, là, je vais en profiter. Oui. Il y a une question concernant on nous demande si Schoolity, c'est comme Pégase. C'est notre concurrence, donc je dirais que c'est mieux. Je ne suis peut-être pas très objectif quand je dis ça. Je pense que c'est quand même beaucoup plus convivial et beaucoup plus souple, à mon avis, et ça reste personnel. Plus simple.
que Pégase, oui. Et plus Ok, simple. bah, écoutez, vous répondez à ma place, donc moi ça me gênait un petit peu de Excusez-moi. répondre. Mais... non, mais au contraire, c'est bien d'avoir l'avis de nos clients du marché. Mais au niveau fonctionnel, oui, on couvre vraiment le même périmètre fonctionnel que Pégase. On a eu 2 régions, par exemple, en France, hein, puisqu'on a gagné la région Bretagne il y a maintenant 5-6 ans. Et là, la région Nouvelle-Aquitaine, cette année, où on a quand même fait l'inscription de plus de 160 000 élèves cette rentrée. Donc, oui, on a un périmètre fonctionnel très important. Et juste, alors je ne vais pas trop me comparer vis-à-vis de Pégase parce que ce n'est pas l'objectif, mais il y a vraiment une volonté très très forte. On a une particularité par rapport à la société qui gère Pégase, c'est qu'on est aussi expert dans la mobilité. La société Inetum, c'est une grosse SS2I avec beaucoup de monde. Nous, c'est notre métier de base. Et on a un autre domaine d'activité dans la mobilité qui est la gestion des données de mobilité, c'est-à-dire le respect des normes européenne. On parle beaucoup de la loi L'Homme avec la publication des données et notre logiciel respecte, si vous voulez, ces normes, donc ce qui permet aussi de disposer d'un outil évolutif, on le verra à la fin de la présentation. Donc oui, on respecte Pégase, on a quelques avantages aussi, disons aussi, hein, mais on a quelques avantages sur notre offre. Et j'ai une autre question aussi à laquelle... Oui, c'est une question pratique sur le paiement, donc ça vous concerne, Madame Morit. Avez-vous rencontré des difficultés avec des usagers qui ne pouvaient pas payer par carte bancaire et quelles solutions ont été proposées? Alors, en règle générale, on a eu sur les 1700 cette année, j'ai eu 2 familles où ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, qui ont fini par y arriver, c'était plutôt des personnes qui étaient pas à l'aise avec le paiement bancaire. En fait, elles avaient peur de faire la démarche. Pas en confiance. Pas en confiance. Et quand les gens sont pas en confiance comme ça ou rencontrent un souci, que ce soit pour le paiement ou pour l'inscription, et qui veulent être aidés, nous, on a un service dans notre collectivité qui s'appelle France Service, où on les oriente vers ces personnes-là qui les aident aussi à faire leur démarche. Donc, en fait, cette année, on a pour la rentrée scolaire 100% du paiement en carte bancaire. Et alors, au niveau fonctionnel, le logiciel permet, si vous voulez, quand vous avez une transaction, alors je vais rentrer un peu là dans le détail, mais imaginons qu'une personne ne puisse pas payer pour X raisons avec sa carte bancaire, vous avez la possibilité, bien évidemment, de l'accueillir en agence pour un paiement en espèces ou par chèque, par exemple. Vous pouvez faire ça aussi en cours d'année quand il y a des paiements plusieurs fois, si une carte bancaire, il y a une interdiction de carte bancaire, par exemple. Eh bien, vous pouvez modifier on a un outil de gestion des paiements qui est très, très performant. Et imaginons qu'il y ait 3 opérations à faire, puisque c'est un paiement en 3 fois. Oui. Si à la deuxième opération, la personne a une interdiction de carte bancaire et veut payer en liquide, eh bien, vous allez sur le logiciel, elle est obligée de se déplacer, bien évidemment, à la collectivité. Et là, vous pouvez modifier le mode de paiement et ainsi de suite. Donc, on couvre, je pense, tous les cas de figure. Et on a aussi cette obligation, vous savez, de mettre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, un data metrics, je crois, sur les factures qui permet aux familles qui n'ont pas de carte bancaire de payer dans les bureaux de tabac, en se rendant dans le bureau de tabac. Donc, on couvre vraiment tout le périmètre. Donc finalement, il y a toujours une solution. Exactement. D'accord. Donc, le dernier volet sur l'outil Schoolity, c'est la partie gestion de la relation avec les familles, mais aussi avec les acteurs, les acteurs locaux. Éric Guégné, vous pouvez là aussi nous donner des précisions? Oui, tout à fait. Donc, ce que je disais en début de la présentation, c'est qu'il y a un portail famille, c'est un véritable portail de service qui est intégré au portail de la collectivité. À travers ce portail, bien évidemment, on offre des services liés au scolaire, mais donc le principal service, c'est l'inscription. Donc, ça permet aux familles de s'inscrire, ça permet aux familles de suivre l'état du dossier. Il y a certains dossiers qui peuvent être en attente d'instruction parce que soit on arrive, si vous voulez, avec le règlement transport à faire en sorte que le dossier soit complètement instruit, soit on peut avoir des besoins de précision, des instructions de dossier. Ça permet de voir le statut et l'état d'avancement du dossier. Donc ça, c'est un premier, ça permet de recevoir une facture, de payer en ligne, un duplicata, enfin de faire des demandes de duplicata. Donc c'est vraiment un portail de service à disposition des familles. Donc ça, c'est le premier point.
Donc l'idée, hein, ce qu'on disait aussi, comme on s'adresse à tous les publics, il faut que ce soit très accessible, très fluide et très compréhensible par l'ensemble, par les gens. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et bien évidemment, c'est responsive dans le sens où vous pouvez l'utiliser à partir d'un smartphone, d'une tablette, vous utilisez, ou d'un PC. Vous utilisez la caméra de votre tablette pour prendre en photo l'enfant. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Donc c'est vraiment un portail de service. Et ensuite, on a des modules pour faciliter le travail des collectivités. On a un module de mailing qui sont pré-formatés, on va dire. Donc on peut changer le texte, bien évidemment. Mais quand il y a une période d'inscription, on a une base de données existante dans le logiciel. Eh bien, vous pouvez envoyer une campagne de mail prédéfinie à toutes les familles en disant ouverture des inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire, telle date. Ça fait gagner du temps. Et personnalisé aussi. Et personnalisé, oui, tout à fait. Et voilà. Et vous pouvez faire aussi donc des mails personnalisés à certains moments. Imaginons qu'il y ait des travaux sur un secteur. Vous allez faire des filtres dans votre base de données pour, bien évidemment, vous n'allez pas envoyer un message à tout le monde. Hein. Vous allez faire un filtre pour cibler votre campagne de mailing et vous allez préparer votre message et vous allez pouvoir l'envoyer. Et on en parlait des perturbations, puisque là, c'est quand même la période actuellement la plus difficile pour le transport scolaire avec les intempéries. Vous avez la possibilité d'envoyer des alertes très rapidement par SMS et par mail. Donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut cibler les enfants s'ils ont un numéro de téléphone ou une adresse mail. On peut cibler les parents. Et on peut cibler aussi les responsables d'établissement. Donc, on peut faire bien des messages différents suivant les différentes cibles, hein, pour éviter d'avoir un ton plus... Enfin voilà, on peut changer un petit peu le ton de la discussion, mais on a vraiment un outil qui permet d'échanger avec les familles et de les informer très rapidement. Oui, ça c'est important et c'est quelque chose que les familles apprécient énormément. Alors justement, quel est votre retour d'expérience au niveau de votre collectivité? À quel moment vous avez eu l'usage de ces fonctionnalités-là? Comment ça vous a rendu service? Alors nous, ça nous a rendu service, alors ce que je disais tout à l'heure, hein, par un gain de temps sur le service, d'avoir des données qui étaient fiables, puisque c'est les familles effectivement qui alimentent via l'inscription. On a trouvé un confort aussi, par exemple, dans la gestion des gardes alternées aussi. C'est-à-dire que les gardes alternées, c'est toujours compliqué. Papa, maman, on trouve des fois dans des situations compliquées. Donc, chez nous, la personne qui s'inscrit est donc le parent responsable de l'enfant. Mais ce qui n'empêche pas que quand ils sont en garde alternée, on peut envoyer au papa un SMS ou à la maman de l'autre côté pour les prévenir d'une information, puisqu'on a aussi les données. Ça, c'est la première chose. On a aussi la gestion des indisciplines. Pour être clair, à partir du nom de l'enfant, on a toutes les données, c'est-à-dire que ce soit les indisciplines, la situation familiale, dans quel établissement il est, le circuit qu'il a. Oui. Les abonnements, les paiements. Les abonnements. Le paiement, le suivi des paiements. Voilà. En fait, on a vraiment toutes les données, c'est-à-dire qu'on est... Vous avez un véritable historique sur plusieurs... On a un historique sur tout l'enfant, c'est-à-dire que, par exemple, les indisciplines, elles sont constatées. Le courrier d'indiscipline qu'on a envoyé à la famille est intégré directement sur notre logiciel. C'est-à-dire que 2 mois après, si on retrouve l'enfant pour un autre souci, on sait qu'on passe déjà à la barre supérieure du règlement. Donc voilà, c'est un suivi constant et ça part toujours du nom de l'enfant, en fait. Voilà. Et ce qui permet aussi aux familles qui nous appellent d'avoir tout de suite, en ayant sur le dossier de l'élève, toutes les informations relatives à ce qui s'est passé ou aux demandes de la famille. Donc, ça permet une gestion qualitative de la relation avec les familles. Voilà, et surtout si on est plusieurs dans un service, tout le monde a la même information puisque c'est relié à la fiche élève. Oui, donc ça c'est un élément important aussi dans la relation avec les citoyens. Oui. Et vous pouvez prendre la main aussi, hein, c'est ce que vous nous expliquiez, en cas si une personne a un problème d'inscription, vous prenez la main sur le logiciel. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui nous appelle et qui nous dit « j'ai fait mon inscription en ligne et je suis coincée, je suis bloquée, je ne trouve pas mon point d'arrêt ou j'arrive pas à rentrer le nom du papa », peu importe, nous on peut, via le logiciel, aller sur la fiche d'inscription en ligne du parent et donc l'aider, le débloquer, l'aider ou, enfin bref, l'indiquer pour qu'il passe à l'étape suivante et fasse une inscription rapide.
D'accord, donc ça, effectivement, c'est important parce que la période de l'inscription, c'est un moment un peu de tension Alors, c'est un moment de tension, c'est vraiment la période où on est tous sur les chapeaux ardents et il ne faut rien louper du tout. Il faut aussi parler aussi quand les parents font l'inscription aussi. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut mettre des délais d'inscription et que lorsque ce délai d'inscription est passé, on pouvait aussi appliquer la pénalité. La pénalité s'appliquait directement. Auparavant, il fallait reconsulter les dossiers, savoir à quelle date les familles s'étaient inscrites et si elles avaient la pénalité ou pas pénalité, c'était source d'erreur. Là, aujourd'hui, puisque l'inscription est faite en ligne par les parents et que la date est notée, la majoration se met automatiquement au-delà de cette date. D'accord. Donc, moins de contrôle puisque tout est fait à la base par l'inscription des familles. D'accord. Alors, on va passer au chapitre suivant sur les étapes de la mise en œuvre. Alors, Éric Guégné, pour une collectivité qui voudrait adopter cet outil, il y a toujours beaucoup d'interrogations sur la manière dont ça va se dérouler. Comment on met concrètement en place cet outil? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes de la mise en œuvre de ce logiciel? Bien sûr. La mise en place de la solution, bien évidemment, au départ, faut bien spécifier, bien encadrer l'environnement réglementaire. Donc, le règlement de transport est capital puisque c'est la base des règles métiers qui vont être appliquées sur les tarifs, sur les prises en charge et ainsi de suite. Les conventions qu'il peut y avoir, les DSP, la gestion des contrats transporteurs. Donc, c'est tout l'aspect qui est propre à la collectivité dans sa mission, on va dire. Et là, Madame Maury et Madame Cohen pourront apporter des éléments supplémentaires. Ensuite, il y a l'environnement transport. Donc, il y a bien évidemment le réseau géré par la collectivité. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, quelquefois, c'est assez fréquent, il peut y avoir ce qu'on appelle des lignes pénétrantes de la région, par exemple, sur une collectivité. Est-ce qu'il y a des conventions? Est-ce qu'il faut les intégrer, ne pas les intégrer? Il peut y avoir une gare SNCF ou un réseau urbain, donc périurbain, urbain, et donc comment associer tout ça, comment faire en sorte que le réseau soit optimisé pour le ramassage scolaire. Il y a tout l'environnement technique à proprement parler, donc principalement c'est les outils de billettique. On nous demande de l'information aussi à partir de SIG, donc des systèmes cartographiques qui peuvent être utilisés. Et alors, c'est quelque chose, là, je vais effrayer tout le monde va se déconnecter, c'est tout ce qui est données et protocoles. Et c'est vrai que c'est important parce que souvent, ça génère des coûts qui peuvent être importants parce que les protocoles ne sont pas forcément normalisés et avec certains outils. Et il faut les développer et il faut les maintenir derrière. Donc, et ça peut retarder le projet. Donc, c'est un petit warning que je mets. Attention aux données, au protocole. Quelquefois, il faut mieux commencer doucement et faire évoluer la solution que de vouloir tout intégrer d'un seul coup. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. En fait. Ouais. Bon, et finalement, ça s'est bien passé. Très bien. Très bien passé. D'accord. Et sinon, il y a deux solutions donc, pour pouvoir mettre en œuvre Voilà. Donc, soit vous rédigez donc le cahier des charges et vous lancez un appel d'offres, donc avec une description des fonctionnalités que vous attendez. Et l'autre solution, c'est de passer, d'interroger les éditeurs. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et avec nos concurrents, mais bien évidemment pour faire ce qu'on appelle un benchmark, du sourcing, pour voir les fonctionnalités des uns et des autres. Et Okina est référencé à l'UGAP. Donc là aussi, ça facilite bien évidemment toutes les démarches pour passer un marché, puisque là, c'est juste des devis qui sont envoyés à l'UGAP que vous acceptez. Et on peut lancer le projet très très rapidement. Oui, c'est important à souligner ce référencement par l'UGAP parce que ça facilite grandement l'acquisition en fait. Voilà, et ça réduit la charge au niveau des collectivités. Rédiger un cahier des charges sur le scolaire, c'est quand même assez fastidieux. Oui. Exactement. Alors, on va avancer un peu plus vite parce qu'on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'on peut, de manière synthétique, voir quelles sont les étapes suivantes? La reprise des données, c'est le deuxième pas? Oui, voilà. Donc, sur les données, il y a les données topologiques du réseau. Donc, soit elles sont disponibles à travers un logiciel. Donc, nous, on a des fonctionnalités qui permettent de récupérer ces données d'un réseau de transport. On a une équipe qui est quand même très, très au fait de ça.
Donc, on est capable d'ingérer des fichiers. Alors, c'est un petit peu, là aussi, barbare. C'est des termes un petit peu barbares, mais c'est des protocoles comme le GTFS, le Neptune, le NetEx, et d'intégrer ces données au sein de la base cartographique, la base topologique, pardon. Donc, ça facilite vraiment le travail. Et ensuite, on travaille avec les collectivités pour s'assurer de la cohérence de ces données, de la cohérence de l'offre de transport, du positionnement des points d'arrêt, et ainsi de suite. Donc, il y a un travail d'accompagnement. On peut construire l'offre, bien évidemment, si l'offre n'existe pas. On peut la construire à partir des outils qui sont mis à votre disposition. Là aussi, on peut vous accompagner dans ce cadre-là. Et ensuite, il y a les données élèves. Donc, soit les données existent déjà sur un logiciel, parce que souvent, c'était géré par les régions, et on reprend les données des élèves, ou alors on repart ce qu'on appelle from scratch, de zéro, c'est-à-dire que si c'est à la mise en place de l'application la première fois, eh bien, c'est les familles qui vont faire l'inscription. Elles vont faire l'inscription de leur enfant. L'avantage, c'est qu'on repart vraiment d'une solution propre, parce qu'on a mis en place, c'est le dernier point, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais les personnes vont faire la saisie de l'information, donc c'est pas une charge supplémentaire pour la collectivité. Non. Et en plus, on se base sur des référentiels. On parlait tout à l'heure du référentiel d'adresse, référentiel d'établissement scolaire. Donc, toutes ces informations sont déjà dans le logiciel. Et ensuite, elles sont affichées, elles sont présentées à la famille qui n'a plus qu'à la sélectionner à travers une liste déroulante. Donc, il n'y a pas beaucoup de saisie et l'information, elle est référencée. D'accord ? Donc, ça facilite aussi le travail. Et cette deuxième solution, lors de la mise en place, me semble la plus intéressante parce qu'on repart vraiment d'une base qui est propre. Bien évidemment, les années suivantes, on le verra tout à l'heure, on n'efface pas la base d'une année sur l'autre. On repart de la base existante qui est présente dans le logiciel. Le point 3, c'est le paramétrage. Voilà, donc là, on travaille avec les collectivités pour paramétrer le logiciel. Donc, l'outil vous permet déjà de paramétrer le logiciel. Donc, la première année, il faut découvrir l'outil. Il y a un accompagnement qui est fait, mais vous avez une totale liberté pour paramétrer le logiciel. Si vous avez un nouvel établissement scolaire, vous pouvez le récupérer et l'intégrer sur votre territoire. Si vous avez une nouvelle commune qui fait partie de votre communauté d'agglomération, vous pouvez l'intégrer sur votre territoire. Vous avez tous les outils à votre disposition. Donc, la première année, on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que de toute façon, le document que l'on présente aujourd'hui, c'est une précision importante et disponible pour tous ceux qui participent au webinaire. Donc, ils pourront rentrer dans le détail des différents éléments à paramétrer. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez la liberté de paramétrer le logiciel et bien évidemment, on vous accompagne dans cette démarche, mais vous êtes complètement autonome. Oui, complètement. Alors, quatrième étape, la mise en production. En quoi ça consiste exactement ? Et une fois qu'on a intégré toutes ces données, une fois qu'on a paramétré le logiciel, eh bien, on travaille là aussi avec la collectivité, on fait des tests. On a un calculateur d'itinéraire à l'intérieur du logiciel. Donc, le calculateur d'itinéraire va se baser sur l'adresse de la famille, sur l'adresse de l'établissement scolaire, et va trouver les circuits scolaires. Donc, on va s'assurer que le système est bien opérationnel, qu'il prend bien en compte les particularités du réseau du transport, et on valide en fin de compte toute cette partie production. Et une fois qu'on est garant de la qualité des informations, du logiciel et de l'environnement, eh bien, on va pouvoir mettre en production. Donc, quand on met en production, c'est intégré dans le site Internet. Donc, il faut aussi le prendre en compte puisqu'on va adapter la charte graphique pour le formulaire d'inscription pour qu'elle corresponde à votre site Internet. Et il y a une préparation des campagnes de mail pour informer les familles de l'ouverture du site pour les prochaines inscriptions. Et puis, il y a une partie réouverture à partir du logiciel existant, c'est ce que vous évoquiez. Oui, tout à fait. Donc, lorsque le logiciel a été utilisé au moins une fois, eh bien, on fait ce qu'on appelle une bascule d'une année N à l'année N+1, c'est-à-dire que là, les équipes d'Okina vont travailler bien évidemment avec la collectivité pour faire cette bascule. Donc, on récupère toutes les informations de l'année précédente, on les passe dans une grosse moulinette, on va dire ça comme ça, pour qu'elles soient prêtes et opérationnelles pour la prochaine année. Et là aussi, on travaille sur des campagnes de mail pour informer les personnes.
on valide bien évidemment là aussi l'environnement et on fait l'ouverture. Alors, la dernière étape, c'est celle de l'exploitation. Et là, on a en gros quatre périodes différentes. Oui, je vous laisserai un peu la parole aussi, Madame Marie, Madame Cohen, pour parler de votre expérience. Mais c'est vrai qu'il y a l'ouverture des inscriptions. Donc, le site, il est paramétré pour être ouvert à une date. Donc, automatiquement, à cette date-là, il s'ouvre. Et les personnes vont pouvoir s'inscrire directement par Internet. Donc là, vous avez un suivi. Enfin, vous pouvez peut-être donner quelques exemples de suivi de dossiers, des statuts, du nombre de dossiers. Vous savez le nombre de dossiers qui s'inscrivent, c'est ça, hein? Chaque jour à l'ouverture de nos bureaux, on sait combien de personnes se sont inscrites à la veille ou dans la nuit, peu importe. On a une idée du nombre de personnes, des dossiers qui ont besoin d'être relancés parce que les familles ont oublié ou pas eu le temps d'inscrire les enfants. Tout est très simple en fait. On a juste à cliquer sur des relances. Tout est pré-enregistré et ciblé individuellement à chaque personne en fait. Voilà. Donc, vous avez une visibilité de l'état d'avancement de vos inscriptions avec des dashboards, des tableaux de bord, et ensuite des outils qui vous permettent de traiter les différents cas de figure entre un dossier qui est en attente et ainsi de suite. Ensuite, il y a la période d'affectation des dossiers. Donc, l'affectation, soit elle est automatique parce que le dossier, toutes les règles métiers s'appliquent bien, on va dire, et puis hop, le dossier, tout est nickel. Ou alors, quelquefois, il y a des problèmes il y a des cartes scolaires, il peut y avoir un peu d'instruction. Donc là, grâce au logiciel, vous allez pouvoir filtrer les dossiers qui sont, en attente de dossier, en attente de paiement, en attente d'un document supplémentaire, et vous allez pouvoir les lister. Vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des post-it, on appelle ça des tags. Des tags, ce qu'on appelle des tags. Donc, quand vous avez certains dossiers qui sont un peu particuliers, vous mettez des tags et ensuite, vous allez pouvoir les traiter en filtrant sur ces tags et puis les traiter en une seule fois. Et vous voyez automatiquement le taux de charge des véhicules. C'est-à-dire que vous allez voir si vos véhicules sont en pleine charge. Enfin, vous avez un pourcentage, comme une barre de défilement, si vous voulez. Et en fonction des inscriptions complètes et des inscriptions en cours, des dossiers en cours, vous allez pouvoir connaître la charge de vos véhicules. Donc ça, c'est aussi important, l'objectif étant bien évidemment que le jour de la rentrée, il y ait suffisamment de place pour les élèves. Et vous avez des outils de transfert de charge qui vous permettent de transférer des dossiers sur un autre circuit, de modifier un circuit pour répartir la charge. C'est vrai que ces projections-là sont super intéressantes quand on arrive, on va dire, au 20 août, avant la rentrée, pour savoir si effectivement on est obligé de modifier un circuit ou d'attribuer un point d'arrêt sur un autre quart en fonction du nombre d'enfants d'inscrits. Ça, c'est une valeur importante aussi. Voilà. Et une fois, donc surtout que la rentrée commence généralement, l'inscription, c'est plutôt mai-juin, on va dire, grosso modo. Voilà, et après il y a les vacances, donc tout le monde a le droit de partir en vacances, même les personnes du service mobilité des collectivités. On a perdu Saint-Gilles par contre. Et il faut que l'outil soit efficace parce que les collectivités peuvent se retrouver très vite avec un pic de charge au mois d'août, et il faut émettre les cartes et il faut que les enfants aient leurs cartes. Donc c'est la période 3. Donc, c'est tout ce qui est activation des dossiers, vérification des abonnements, où là, les dossiers sont prêts. Les affectations sont bonnes sur les véhicules. Et donc là, avec l'outil, vous allez pouvoir activer les cartes et valider vos cartes et faire en sorte que tout se passe bien pour que chaque enfant ait sa carte le jour de la rentrée. Et la quatrième étape, c'est le suivi opérationnel, donc c'est le suivi au jour le jour de l'exploitation du réseau. On vous a retrouvé. Oui. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail des étapes de mise en œuvre sous forme de tableau. Ce qu'il faut voir, juste peut-être un indicateur, c'est que nous, on conseille de commencer le projet, on va dire 5 à 6 mois auparavant parce que vous avez du travail, les collectivités ont quand même le travail quotidien, c'est une surcharge de travail, la mise en place d'un référentiel. Donc, il faut prendre le temps, il ne faut pas travailler à l'arrache, comme on dit. Non, il faut vraiment se poser et puis prendre le temps de bien renseigner vraiment
tout ce que le logiciel nous demande pour après être opérationnel dans l'exécution. Ouais. Et ne pas avoir à y revenir. Donc ça, c'est la première année, et bien évidemment, l'année suivante, c'est beaucoup plus court. Hein. Bien sûr. C'est un mois avant, grosso modo, un mois et demi avant, Oui. où on prépare tout et on fait la bascule et on est opérationnel. Mais la première année, il faut mieux compter, on va dire 5 à 6 mois, pour faire les choses correctement et de manière très professionnelle. Oui. Moi, je conseille de s'y prendre une année à l'avance avant la rentrée scolaire pour être vraiment bien opérationnel à la rentrée suivante. D'accord. Ben, on vous a mis ce rétro-planning à titre d'exemple. Il nous reste 5 minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, on va passer à la fin de cet exposé et puis se laisser vraiment quelques minutes à la fin pour pouvoir échanger. Donc, pour conclure, Éric Gagné, on a la possibilité d'avoir une approche un peu plus globale qui va au-delà de l'approche gestion du transport scolaire. Oui, voilà, donc le Schoolity, c'est le logiciel de gestion scolaire, mais il faut savoir qu'au sein du groupe Lumiplan, Okina fait partie du groupe Lumiplan, on a une offre globale, et c'est une offre qui est de bout en bout au niveau de la gestion d'une offre de transport, puisqu'on peut partir d'un logiciel de graphiquage qui s'appelle EURES. Donc EURES vous permet ce qu'on appelle graphiquer, de faire des études sur votre réseau. Schoolity, c'est donc l'application métier de gestion du transport scolaire. On a aussi une gestion des data qui s'appelle Lumidata. Donc, c'est un référentiel de données que l'on déploie. On l'a déployé dans 4 régions, mais aussi dans des collectivités et chez des exploitants. Et ça permet d'avoir une qualité de la donnée très propre et d'intégrer de l'information dite de la donnée dynamique et de la donnée statique pour faire de l'information voyageur, par exemple. Et d'intégrer aussi tout type de mobilité, donc les parkings, les stations vélo, les trottinettes électriques, ainsi de suite. Et puis, il existe une offre qui s'appelle Lumiplay, qui permet, elle, de diffuser de l'information sur différents médias. Donc, bien évidemment, sur les médias vendus par Lumiplan, à savoir des bornes d'information voyageurs, des panneaux, des totems, et ainsi de suite, mais aussi sur des smartphones, sur des réseaux sociaux, et pour faire de l'information voyageur. Donc, vous voyez qu'on a un spectre de compétences qui est très, très large. Et bien évidemment, les équipes travaillent ensemble pour apporter une richesse supplémentaire aux différentes offres. Voilà, pour terminer, il nous reste 3 minutes pour pouvoir échanger peut-être un peu plus en fonction des questions. On espère que cette présentation illustrée par le retour d'expérience du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y en avait une première qu'on a laissée en suspens pour le moment. Ça s'adresse à vous, Madame Maury. Quelle différence concrètement entre un AO1 et un AO2? Alors, l'AO2, déjà, est obligé un petit peu de suivre les directives de la région, des Pays de la Loire, en termes de règlement, en termes de tarification. L'AO1 reprend complètement la compétence de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au marché. Donc, il y a toute l'écriture du marché, il y a toute l'écriture du règlement, il y a toute la tarification qui doit être aussi validée, tout ça par les élus. Donc, c'est une autre mise en place, c'est-à-dire qu'on est complètement autonome sur notre territoire et sur les transports. D'accord. Il y a une question qui s'adresse à Éric Gagné. Votre système est-il semblable au système ToSchool de chez Ubi Transport? Alors, je ne connais pas très bien ce logiciel-là. Je crois qu'il y a des gens d'Ubi qui participent à ce webinaire. Ubi, si je peux me permettre, délivre surtout un outil de billettique, donc a besoin d'un outil d'inscription pour gérer son outil de billettique, mais je dirais que c'est des métiers complémentaires et nous on s'est focalisé sur l'inscription parce qu'il y a déjà beaucoup de travail. Il faut apporter un outil très riche sur le sujet et donc je pense au premier abord qu'on a une richesse fonctionnelle qui est beaucoup plus large que l'outil d'Ubi. Mais sans trop connaître la solution d'Ubi Transport. À ce niveau-là. Après, ils ont un système billettique, bien évidemment, que nous, on n'a pas.
mais souvent on s'interface avec l'outil Dubi. On alimente la billettique Dubi Transport qui va gérer ensuite dans les véhicules la validation des cartes à bord. Mhm. Alors, on a une question pratique. Peut-on avoir le support de présentation? Oui, oui, bien sûr. Tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, vous pouvez le retrouver et ce sera accessible. Ça peut même vous être envoyé par mail. Donc, vous aurez l'intégralité de cette présentation et vous pouvez même, si vous avez manqué une partie de ce webinaire, le retrouver en replay sur la plateforme Webikeo. Donc, voilà, le replay sera disponible dans 24 heures pour être très précis. Et donc, c'est sur cette plateforme que vous pourrez télécharger le PDF. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette présentation. Je pense qu'on a répondu à la problématique grâce à ce Zoom sur une solution pour améliorer la gestion du transport scolaire. Si vous voulez avoir davantage de précision, vous pouvez prendre contact avec la société Okina. Un mail et un numéro de téléphone est à votre disposition pour cela. Et puis, on arrive au bout de notre webinaire. Donc, je remercie beaucoup Madame Moride et Madame Coindre d'avoir apporté leur retour d'expérience qui est très enrichissant puisque de nombreuses collectivités se trouvent dans la même situation que vous et ont pu bénéficier de votre expérience déjà de plusieurs années à l'usage quotidien de ce logiciel. Donc, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous, surtout. Et puis, merci Éric Gagné pour toutes ces précisions très exhaustives sur les fonctionnalités de ce logiciel Okina. Donc, merci à vous tous. On espère que ce webinaire vous a plu et on vous dit à une prochaine fois pour un autre sujet. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Okay.